Bonjour, merci. Merci de votre accueil. Voilà. Sur cette tragédie du pouvoir, j'ai intitulé ce moment de réflexion d'une formule qui appartient à Pasolini, le spectre de Sophocle. C'est lui qui... J'y reviendrai. Ouvrir ce cycle de réflexion sur la tragédie du pouvoir et le faire en compagnie du film de Pasolini, Oedipe Roi, c'est d'emblée placer les rencontres sous le signe du deuil, entendu comme affect politique. Le programme, ici, se donne en exergue le parrainage d'Antonin Artaud et de sa formule lorsqu'il parle à ce sujet théâtre de la cruauté, de personnages fameux, de crimes atroces, de surhumain dévouement. Théâtre de la cruauté, certes, mais qui inscrit la relation de la scène, puis de l'écran, au spectateur, dans l'espace de tous les excès. Excès de grandeur, excès de noblesse, excès d'abjection parmi les hommes. Une terreur sacrée, qui se répand dans la communauté sociale et politique à l'égard de tout souci théologique. La terribilita est bien cette violence sacrée que les Grecs appelaient deinos et qui inspirait la terreur, phobos. C'est ainsi que l'on attend de la composition du récit et de sa représentation un apaisement à la fois intime et collectif, susceptible de construire les conditions du partage et de la vie politique dans le temps et l'espace social. Telle était, comme on le sait, l'hypothèse d'Aristote dans la Poétique, qui, sous le terme de catharsis, désignait la fonction politique de la tragédie. Loin d'être une purgation, comme on l'a traduit, des passions, la catharsis ne nous débarrasse pas des passions comme d'un excrément, mais au contraire en préserve la forme, en transforme l'énergie subjective pour en faire une énergie socialisante et politique. On serait alors peut-être plus proche d'une perlaboration, voire d'une sublimation, je préfère perlaboration, par les voies de la fiction. Mais on peut aussi remarquer que chez Pasolini, la dialectique aristotélicienne de la catharsis est violemment transformée. Il ne s'agit plus de perlaborer la violence pulsionnelle d'une fable, mythos, par les opérations symboliques de la parole, logos, mais de laisser au contraire agir les puissances barbares et sacrées auxquelles la pensée politique de Pasolini se réfère dans sa dénonciation du néocapitalisme. Dans Médée, plus encore que dans Oedipe Roi, il exalte, à partir du monde grec, cette énergie sismique d'une mémoire archaïque, omniprésente, dans les territoires colonisés de l'Afrique, dans les déserts du Moyen-Orient. Faire vivre une mémoire grecque dans le désert marocain, dans les territoires arides de l'Anatolie, du Yémen, de la Syrie, de la Palestine, est une claire indication d'un choix politique. Il s'agit à proprement parler d'une orientation du regard. L'Afrique et l'Orient sont bien les lieux où désormais, pense-t-il, doit s'exercer la décolonisation de l'imaginaire européen. C'est depuis ces zones, allégoriquement barbares, que doit surgir l'énergie encore intacte et émancipatrice à ses yeux, qui viendra transformer le monde néocapitaliste. Les fables qui relatent l'histoire d'Oedipe, d'Antigone, de Jules César, du roi Lear, concernent tous les liens du registre passionnel avec un pouvoir tyrannique. Quand le cinéma s'en saisit, non dans le cas d'une simple captation de la représentation théâtrale, il tente alors de faire surgir du sous-sol mythique une actualité fictionnelle qui garde encore et doit garder encore aujourd'hui et sans doute pour toujours cette efficacité politique. Mais le passage de la scène à l'écran
n'est pas sans conséquence sur le statut de la représentation elle-même. Le programme ici proposé concerne 6 ou 7 pièces de théâtre, 3 appartenant à 7, je crois, 3 appartenant à l'Antiquité grecque, d'autres 4 à l'Antiquité grecque, 3 au drame shakespearien. Dans chaque cas se pose en termes singuliers le traitement du passage de la scène à l'écran. Ayant choisi d'ouvrir, quant à moi, ce cycle par Pasolini, je voudrais évoquer brièvement un court-métrage superbe de Pasolini lui-même, qui expose de manière magistrale sa façon d'envisager le passage de la scène à l'écran, en prenant l'exemple d'Othello de Shakespeare. Je veux parler du court-métrage admirable intitulé « Che sono le nuvole » ? Que sont les nuages ? 22 minutes de pur génie. La pièce de Shakespeare est jouée par des marionnettes qui, dans le film, sont bien sûr des acteurs en chair et en os. Première inversion, puisque c'est bien au cinéma que les acteurs ne sont que des images et n'ont pas de présence réelle pour les spectateurs. Là, ce sont des corps réels qui sont devenus des pantins manipulés par un marionnettiste. Le second renversement concerne les spectateurs, dans le film, qui, au théâtre, soudain, au mépris de la convention théâtrale, franchissent l'espace qui les sépare de la scène, qui sépare la scène de la salle, pour intervenir directement sur la scène dans l'espace théâtral des pantins. Inversion qui a lieu dans le film, mais non pour le spectateur du film, qui lui ne quittera jamais sa place pour intervenir dans le récit projeté sur l'écran. Ainsi, le film déplace-t-il le régime des places et celui de la réalité des corps en ébranlant des régimes de croyance et d'incarnation. C'est alors que dans le même scénario, Pasolini renverse une troisième fois, radicale et décisive cette fois, la question de la relation commune du théâtre et du cinéma à l'égard de toute poétique. En effet, quand la pièce est finie, les acteurs qui ne sont dans le film ni marionnettes, ni personnages de fiction, ni pure image projetée sur un écran, mais corps bien réels dans un espace qui n'est plus ni celui de la scène, ni celui de l'écran, et pourtant sur l'écran, et celui d'un réel fictionnel en pleine métamorphose. Iago et Othello, de la pièce de Shakespeare, c'est-à-dire à présent Toto et Ninetto d'Avoli, sont ramassés par une benne à ordures qui les déverse dans une décharge où se passe la métamorphose de leur regard et d'une autre. C'est alors un dialogue magique entre deux marionnettes humaines, Ninetto, émerveillé, couché dans l'ordure, demande ce que sont ces formes hasardeuses, impalpables, suspendues dans la lumière du ciel. Toto lui répond, ce sont les nuages. La joie est très exactement celle de la rencontre avec l'infini, avec ce que Spinoza appelait l'expérience de l'éternité. Tel est le don du ciel que salue Ninetto d'Avoli et que nous offrent à leur tour les acteurs, finalement tous les artistes. Je crois en effet que dans le monde où le cinéma est un art de masse, Pasolini indique qu'un film peut prendre en charge la grandeur tragique du théâtre, à condition d'y trouver les formes d'un partage, de l'émerveillement poétique et de l'éternité, et cela au plus près du réel et du pire, que figure ici l'espace du déchet et des ordures. Telle est la réponse de Pasolini à la question de cette transitivité poétique entre fonction politique du théâtre et fonction politique du cinéma. La poésie excède toute différenciation des espaces de la représentation et le cinéma doit y produire la joie d'une émancipation du regard au cœur de l'ordure, du meurtre, du crime. Ce qui n'est pas sans rapport avec le propos d'Artaud dans Le Provocateur, il faut en finir avec les chefs-d'œuvre. Commencer ce cycle avec Oedipe, c'est en un sens prendre les choses à leur commencement même, puisque Oedipe est la tragédie de la naissance.
Venir au monde sans le savoir et dans l'ignorance radicale, irréductible de ce qui nous précède, tel est en fait notre sort à tous. On apprend toujours tard, et sans doute toujours trop tard, d'où l'on vient et ce qui nous attendait. Cette ignorance est-elle coupable ou est-elle au contraire constituante de la liberté fondamentale de tout sujet qui vient au monde? C'est au nom de cette liberté fictionnelle que les œuvres qui se chargent d'en produire les figures suscitent sans fin chez les spectateurs le plaisir que fait éprouver la représentation du pire sur le socle irréductible d'une belle ignorance. Avant d'être une tragédie, l'histoire d'Œdipe faisait partie de la tradition épique dont il ne nous reste aucun texte oral. Elle n'était qu'orale. Cependant, au chant 11 de l'Odyssée, lorsqu'au pays des Sibériens, Ulysse accomplit le rituel du sacrifice pour pouvoir converser avec les morts et demander à Tirésias de lui accorder la grâce du retour contre le sacrifice de sa plus belle génisse. Elle lui est accordée. Il voit venir à lui non seulement ce qu'il attendait, le divin Tirésias, mais l'un après l'autre, tous les fantômes des princes, princesses, héros. C'est alors que le chant nous dit ceci. Il vit s'avancer la mère d'Œdipe, Épicaste la belle, chez Homère, Jocaste s'appelle Épicaste, qui commit une action monstrueuse sans le savoir, en épousant son fils, lui, ayant fait périr son père, l'épousa. Mais bientôt les dieux en instruisaient le monde. Alors, dans les tourments, à Thèbes, la charmante, il dut régner par le décret fatal des dieux. Sa mère descendit dans la forte prison d'Hadès quand elle eut attaché l'abrupte lacet au plafond haut, accablé de chagrin. Pour tout héritage, son fils Œdipe eut les tourments sans fin que déchaînent les Érénies. Ce bref récit dit bien le crime, l'inceste, le suicide de Jocaste, ici nommé Épicaste, mais Œdipe ne connaît que les tourments sans fin de la vengeance divine, sans qu'il nous soit ici parlé d'un enchaînement d'oracles et de malédictions. L'histoire d'Œdipe reste, dans le cadre épique, liée à l'inéluctable déchaînement des causalités désastreuses qui font des hommes le jouet des dieux. Le mythe ne connaît, lui, que miracles et catastrophes. Mais quand on quitte la fable épique pour la forme que Sophocle donna au même récit, le chant épique se déplace vers la scène de théâtre qui va conférer à la même histoire sa dimension tragique dans sa résonance politique. On ne chante plus pour les auditeurs dispersés dans les villes et les royaumes parcourus par les Aèdes. On représente, on joue le récit pour une assemblée de spectateurs citoyens de la cité d'Athènes. L'architecture du théâtre, la scène inscrivent dans la cité l'espace où la fiction doit maintenant opérer pour construire les figures d'un imaginaire collectif, inséparable à ce moment-là de la constitution du lien qui ouvre la vie politique à la démocratie. La tragédie de Sophocle est en effet écrite en 425 avant Jésus-Christ, dans l'Athènes de Périclès, où s'est construite la scène où se joue cet imaginaire démocratique. La tragédie de Sophocle est écrite à ce moment-là. La scène de théâtre n'est pas homogène à l'espace social, ni à l'agora, où se font commerce et rencontres, ni aux assemblées réunies dans les différents sites institués où se rendent la justice, où l'on fait la politique. C'est justement parce que la démocratie est une fiction constituante qu'elle a besoin d'une autre scène pour sa fiction politique.
Cette scène est construite et animée par l'énergie des fables qui posent à la communauté la question des passions et de leur rapport à l'exercice politique. La relation de causalité n'est plus dominée par la puissance arbitraire des dieux et les effets de leurs désirs, mais par les effets de l'erreur, de l'ignorance des hommes dans le champ social et politique. La transformation de la causalité propre au mythos en causalité propre au logos, c'est concevoir le langage comme production des signes qui mettent les choses et les sujets en rapport, qui est le sens du mot logos. Autrement dit, c'est la démocratie elle-même qui exigeait la production de cette scène où doit se régler la tension tragique qui oppose l'accomplissement des crimes rapportés par la fable à la rationalité politique soumise à une science éclairée des rapports, c'est-à-dire au logos, et à un régime de vérité. La scène a besoin de faire l'hypothèse d'une zone d'indétermination, d'une rupture du règne fatal de la nécessité, dans un libre jeu des rapports humains. La pièce de Sophocle, Oedipe, est justement celle qui est le plus souvent évoquée par Aristote dans la poétique. Aristote cite Oedipe de Sophocle pour y indiquer que le passage du bonheur au malheur est celui qui fait passer de l'ignorance et de l'erreur au savoir. Si l'ignorance est fatale, mais le savoir l'est aussi. Tel est le tragique de notre condition, car le savoir arrive trop tard. Le sort d'Oedipe ne dépend ni des dieux, qui restent dans le hors-champ de la tragédie, ni de la causalité naturelle, qui règne sur la réalité irrécusable des faits. Aristote, justement, oppose clairement la création poétique à tout récit historique. La différence entre l'historien et le poète, nous dit-il, c'est que l'historien raconte les événements tels qu'ils sont arrivés, le poète raconte les événements qui pourraient arriver. Ta genomena legein, ton theoia angenoito. Angenoito. Le régime grammatical de la phrase, du participe passe du participe passé, les événements qui se sont passés, à l'optatif. Mode exceptionnel qui en grec inscrit la figure du désir et de l'indétermination, de ce qui est suspendu dans une zone d'éventualité qui n'est autre que celle du désir des hommes. Le potentiel, c'est-à-dire ce qui est en puissance et non en acte, définit au cœur du langage une zone poétique, un champ du possible, une zone d'indétermination. Pour l'enfant qui vient de naître, tout comme pour le voyageur arrivé à un carrefour, c'est le cas d'Oedipe, comme vous le savez, à quoi tient la suite de ce qui vient ou qui pourrait venir? Ainsi, la tragédie d'Oedipe questionne et déploie un double rapport. Celui de la vérité à l'ignorance, celui du bonheur au malheur. Mais l'un et l'autre rapport, sous le signe d'un suspens des déterminations, tournant le dos à la nécessité pour s'ouvrir au possible. Tel est sans doute le sens de ce carrefour où Oedipe devient meurtrier. Plusieurs voies s'offraient à lui. Or, si Oedipe agit dans un forçage violent, s'il ne veut pas céder la place pour poursuivre son chemin, c'est bien parce que dans la rencontre avec le char du roi se jouait un rapport de force, un conflit entre deux pouvoirs, entre deux générations, une crise de légitimité. Or, c'est là que, pour Pasolini, il y a d'un côté la puissance de la couronne, de l'autre, la rage irréductible de la jeunesse. Je ne veux pas décevoir une attente légitime, la vôtre, en passant sous silence les aventures théoriques et cliniques de l'adjectif oedipien.
tel que Freud en fut le créateur. Pasolini lui-même a pu dire de son film qu'il était autobiographique. Comment comprendre, sans psychologiser, un dispositif que je dis métaphysique et politique? La banalisation et le succès de la conception freudienne de la tragédie de Sophocle, sur le mode de la construction subjective des affects et du désir, ont finalement répandu l'idée qu'il existait un complexe d'Œdipe qui renvoyait à une structure psychique en plus universelle, celle de la relation meurtrière des fils à l'égard de leur père, dans la rivalité désirante à l'égard de leur mère. Pourtant, écoutons bien, Œdipe, dans la tragédie de Sophocle, ne cesse de fuir la scène où devrait s'accomplir l'oracle, tant ce qui est prédit lui fait horreur. Il fuit Corinthe, là où il pense qu'il y a son père et sa mère. Contre toute Vulgate qui fait de Sophocle le premier découvreur de l'inconscient, et d'Œdipe le sujet d'une pseudo-ignorance, donc d'un savoir inconscient, il est clair au contraire qu'Œdipe fait tout ce qu'il peut pour savoir le plus de choses possible la vérité sur son origine, sur son destin. Puis, une fois informé, il fait encore tout ce qu'il peut pour éviter d'être le meurtrier et le fils incestueux. Le dispositif de la croyance qu'Octave Manoni a emblématisé sous le syntagme « je sais bien mais quand même » ferait d'Œdipe le sujet type du déni de réalité. Il nous faudrait comprendre qu'il désire ne rien en savoir, que ce dispositif est une efficacité clinique, on peut en convenir, pour aborder certains troubles névrotiques, délirants. Ça ne permet pas pour autant d'en déduire que c'est là le sens de la tragédie grecque, et encore moins, comme je vais le dire, du film de Pasolini. Dans les 5 leçons de la psychanalyse, Freud avait pourtant écrit ceci. Nous pouvons supposer que le complexe d'Œdipe constitue, avec ses dérivés, le complexe central de chaque névrose. Et nous nous attendons à le trouver non moins actif dans les autres domaines de toute la vie psychique. Le mythe du roi Œdipe qui tue son père et prend sa mère pour femme est une manifestation peu modifiée du désir infantile, contre lequel se dresse plus tard, pour le repousser, la barrière de l'inceste. Au fond, le drame de Hamlet, de Shakespeare, on trouve cette même idée d'un complexe incestueux, mais mieux voilé. Cette interprétation freudienne a été clairement réfutée par Jean-Pierre Vernant dans l'ouvrage qu'il publia avec Vidal-Naquet, Œdipe et ses mythes. Vernant développe sa pensée dans le chapitre intitulé « Œdipe sans complexe », où il s'est chargé d'invalider la fiction clinique dans le cadre du théâtre grec. Le complexe d'Œdipe, dit-il, est une construction opératoire peut-être pertinente dans le champ clinique, mais qui n'a rien à voir avec l'imaginaire grec, avec la tragédie de Sophocle, et j'ajouterai avec Pasolini, même si la question du désir oedipien trouve tous ses ingrédients dans cette fable. L'exploitation psychanalytique des contes et des fables est inépuisable de fait et efficace, qu'il s'agisse d'Œdipe, mais aussi de Blanche-Neige, et vous savez bien, de Dieu. Dans le film de Pasolini, qui est sans doute un des plus beaux films de Pasolini, l'un des plus énigmatiques, le plaquage d'un modèle freudien ne peut que manquer la richesse et la complexité de cette œuvre, quels que soient les rapprochements biographiques faits par Pasolini lui-même. Le film a été tourné en 1967. L'histoire commence et finit en Italie du Nord. Mais entre ces deux termes et ces deux lieux d'Italie du Nord, elle se déroule dans le désert du sud marocain, en langue italienne. La foule des figurants est marocaine, et y joue le rôle du peuple, du chœur et des oracles en plein désert. Mais il n'y a pas que ce duo
italo-marocain, le film se veut volontairement cosmopolite, cherche à parler un idiome universel à partir de territoires où règne, pour Pasolini encore, mythe, masque, rite, territoire où la magie des images se déploie dans la zone où règne désir et sacralité barbare. Lors de l'apparition du pouvoir oraculaire, ce ne sera plus la sphinge grecque du mythe, mais le sphinx à tête d'oiseau de nuit. Ce sphinx est en fait, chez Pasolini, le double de la Pythie de Delphes. Il n'interroge plus, il réitère la voix oraculaire de la Pythie. Pasolini plonge alors dans la fantasmagorie ethnographique, polyphonique, poétique, d'un récit qu'il fait résonner de tous les sons et de toutes les langues. La voix off glisse par moments quelques phrases du texte de Sophocle. Voix off qui noue le film à la tragédie, sans en partager moindrement l'espace traditionnel. Le basculement dans une antiquité imaginaire n'a cure de reproduire quoi que ce soit d'une réalité grecque fidèle à l'archéologie ou à l'histoire. La fantasia de Pasolini emprunte à tous les registres narratifs, visuels et sonores qui donnent une frappe transculturelle, défaisant tout repère géographique national. Le désert où se déroule une fable grecque est aussi la scène sonore où l'on va entendre la musique arabe, roumaine et japonaise, où les vêtements et les masques empruntent leur forme à l'Afrique, aux Aztèques, aux Incas, sans parler de la fantaisie carnavalesque des costumiers de Pasolini, dont l'imagination plastique se déploie pleinement dans tout le film. Pasolini brasse, mélange sans frein tous les ingrédients de la mascarade du pouvoir, qu'ils soient monarchiques, magiques, religieux. La présence de Carmelo Bene en créon, de Pasolini lui-même en grand prêtre, mettent deux corps d'artistes au service d'une double visibilité, celle d'un pouvoir institué et d'un pouvoir religieux. Ni roi ni tyran, Carmelo Bene et Pasolini sont là pour incarner le corps de tous les poètes. Je l'ai dit, tout commence en Italie du Nord. La naissance d'un enfant sans nom est suivie dans la campagne italienne d'un long travelling panoramique qui dessine un cercle complet en suivant la cime des arbres, la proximité avec le ciel, la prairie, mais aussi avec l'ombre et les ténèbres. Le sol est un champ d'un vert acide, en opposition radicale avec ce que seront les paysages de la tragédie. Le désert sec, aride, jaune pâle, et les architectures de terre et les reliefs sans la moindre végétation. Silvana Mangano, en mer italienne, d'abord, avant d'être Jocaste, est déjà filmée dans l'éternité lisse de sa présence de Madone. Sa beauté sans ombre est celle d'une jeune fille qui joue, rit, insouciante, et court avec ses compagnes comme une jeune divinité d'un printemps sans fin. Le rapport de Pasolini à la beauté est entièrement nourri de sa mémoire picturale, sous deux aspects bien différents. Les femmes sont toujours des Jocondes ou des Primavera, les jeunes gens des Caravages. Le scénario de la jalousie paternelle se déroule en plusieurs temps. Devant le berceau, dans la chambre parentale, dans un bal qui fait pleurer l'enfant parce qu'il voit danser ses parents. Mais très vite, nous quittons la chambre parentale et l'intimité de ces chambres pour nous retrouver dans le désert. Rien alors n'évoque plus
la nature champêtre, ni l'intimité des chambres. On les a quittés. C'est au contraire une minéralité de sable, de pierre, où plus rien ne pousse. L'intime se résorbe pour faire place au désertique. Tel un espace abstrait d'un récit nu, où la scène se prête à tous les scénarios du possible, à tous les masques, à tous les temps, à tous les idiomes. Ainsi se construisent les deux faces d'une même scène. D'un côté, l'évocation biographique et rapide, pour Pasolini, des constructions fantasmatiques de son enfance, avec son père, sa mère, ce qui est arrivé, l'historien. De l'autre, Tagenomena, ce qui est arrivé. De l'autre se dresse la scène où va se passer ce qui pourrait à présent arriver. Le chant de la menace, Angenoito. Ainsi, indissociablement, l'évocation archaïque, au-delà de toute biographie subjective, va nous confronter à une crise. Crise de la filiation dans la transmission du pouvoir. Le nouage de la question de la transmission du pouvoir et de la filiation est un thème récurrent chez Pasolini, aussi bien dans ses films que dans ses écrits. Qu'il s'agisse des écrits politiques, de sa poétique et de son théâtre. Le caractère transhistorique du film en fait une profonde méditation sur l'enchevêtrement de tous ces niveaux d'histoire subjective, politique, mythique, à tous les niveaux, le déroulement d'une crise dont j'analyserai maintenant essentiellement les effets dans le registre politique, loin de toute psychologisation sommaire et de la grande-messe freudienne. Il faut aussi résister à deux tentations, fortement liées l'une à l'autre, celle de l'anachronisme et celle de la dépolitisation du récit. L'inactualité de Sophocle, dont se préoccupe Pasolini, et cette inactualité dont parle Nietzsche dans les considérations inactuelles. Je cite Nietzsche. Pour pouvoir déterminer le degré et par celui-ci les limites où le passé doit être oublié sous peine de devenir le fossoyeur du présent, il faudrait connaître exactement la force plastique d'un homme, d'un peuple, d'une civilisation. Je veux dire, cette force qui se permet de se développer hors de soi-même, d'une façon qui vous est propre, et de transformer, d'incorporer les choses du passé, de guérir et de cicatriser des blessures, de remplacer ce qui est perdu, de refaire par soi-même des formes brisées. Cette formule magnifique, refaire par soi-même des formes brisées, me semble la formule la plus exacte, la plus forte, pour dire ce que Pasolini opère dans son œuvre, dans ses films, dans ce film. Mais je voudrais prolonger justement, pour le comprendre encore mieux, la phrase de Nietzsche par celle de Benjamin. La connaissance du passé ressemblerait à l'acte par lequel, à l'homme, au moment d'un danger soudain, se présentera un souvenir qui le sauve. Ainsi, arracher Sophocle à toute actualité, comme à son temps, en même temps qu'à toute tradition figée, archaïsante, mais aussi comme à toute modernisation, car l'anachronisme nécessaire, ici, est d'une toute autre nature. Il s'agit de faire vivre le passé dans le tissu vivant, existentiel d'un présent dans ses formes brisées. Et dans la recherche de ce qui nous sauve. Je pense aussi à cet anachronisme contrôlé
dont parlait Nicole Laureau dans son traitement actuel de l'inactualité grecque. Il ne s'agit pas de la violence d'un traitement du passé mis au goût du jour, comme certains, vous le savez bien, qui s'imaginent être modernes en étant contemporains, c'est-à-dire en habillant, par exemple, Oedipe chez Yves Saint Laurent ou Antigone chez H&M, puis en ajoutant une vidéo d'un crime passionnel ou d'une violence pédophile ou celle d'un terroriste en mal de vengeance. Il s'agit de rompre la chronicité de l'actualité, purement documentaire, pour inventer la temporalité révolutionnaire de l'événement, en lui conférant la frappe de son éternité. Le geste créatif met en place une forme éminemment présente, vivante, aporétique, capable de rendre sensible l'interrogation actuelle qui concerne encore aujourd'hui pour nous tous le nouage présent d'un réel et de l'imaginaire, ou encore ce que j'appelle la radicalité effective du saut poétique. Toute poétique, y compris celle qui assume et nos terreurs et nos crimes, elle seule, toute poétique, radicalement, peut nous sauver. C'est le mot de Benjamin. Quand on est en présence d'une œuvre d'art, c'est-à-dire d'une création, ce qu'en disent l'auteur d'une part, les interprètes d'autre part, peut être très intéressant, voire précieux, mais ne constituera jamais le sens et le dernier mot sur l'objet lui-même. Oedipe Roi est un film, donc une œuvre qui échappe désormais à la volonté de Pasolini et qui s'offre pour nous, pour tous les spectateurs, aujourd'hui et demain, pour toujours, comme une proposition imaginaire indéterminée dont le sens ne cessera de s'ouvrir, de se renouveler. Mais Pasolini est si loin de l'interprétation freudienne que nous pourrions même dire, contre le complexe d'Oedipe, qu'il plaide ici pour un complexe inverse, le complexe de Laïos, à partir duquel il construit sa dénonciation de la haine des pères pour les fils et pour les conséquences politiques de cette haine des pères pour les fils dans le champ social. Cette vision des choses nous rapproche bien davantage de l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, publié justement en 1972, qui dénonce et défait l'interprétation psychanalytique familialiste du fonctionnement oedipien et lui donne d'emblée son statut politique. Deleuze et Guattari écrivent ceci: « L'inconscient n'est pas un théâtre, mais une usine, une machine à produire. L'inconscient n'est l'affaire du cinéma que sur le mode critique de la dénonciation, de la captation du désir par la raison capitaliste. » Pasolini se situe dans cette voie, ses gestes cinématographiques et poétiques, et dans une guerre déclarée à la bourgeoisie industrielle capitaliste de l'Italie du Nord, où les pères tuent les fils. La famille révolutionnée par Terence Stamp, dans Théorème, est parfaitement conforme justement au schéma freudien. Le film de Pasolini décompose cette famille si freudienne, oedipienne et industrielle et dénonce tout cet échafaudage métapsychologique et capitaliste pour faire du désir sexuel, on est dans les années post-68, l'énergie révolutionnaire radicale qui n'a d'équivalent que dans le champ mystique du prolétariat. L'énergie révolutionnaire est par essence sacrée pour lui, non religieuse, mais animée par le souffle enthousiaste du désir. Et cette histoire révolutionnaire du désir n'a pas de fin. C'est Pasolini qui écrit « Ce qui n'a pas de fin finit dans la vérité ». Phrase magnifique. « Ce qui n'a pas de fin finit dans la vérité ». Comme le rappelle Sophie Vanish dans son dernier ouvrage, bel ouvrage,
La Révolution française n'est pas un mythe. Elle rappelle que c'est Sartre lui-même qui, contre toute mythification de la Révolution française, ne cessait de rappeler qu'il y eut alors, quoi qu'on dise de la trahison post-révolutionnaire, qu'il y a eu un véritable enthousiasme sacré, une joie révolutionnaire de ce qu'il appelle le peuple en fusion. Et cela reste intact, pour prendre l'adjectif à Rimbaud. Oedipe non plus n'est pas un mythe, mais ici une allégorie politique concernant l'énergie transformatrice qui se dédouble en dimension tragique et espoir politico-poétique. Si Pasolini reconnaît lui-même la dimension autobiographique du film, alors, à présent, nous pouvons l'entendre au sens où il formule lui-même dans son théâtre. Dans Affabulazione, pièce de théâtre éditée en 1977. Voici les mots du prologue, où Pasolini situe sa propre voix dans le personnage qu'il appelle Spectre de Sophocle. Pour ça que je lui rendais hommage pour donner le titre à mon intervention. Je cite Pasolini. Spectre de Sophocle. Je suis arbitrairement ici appelé à inaugurer un langage à la fois difficile et facile. Difficile pour une société qui vit le pire moment de son histoire. Facile pour les rares lecteurs de la poésie. Votre oreille devra s'y faire. Bref, quant au reste, vous suivrez comme vous le pourrez les péripéties un peu indécentes de cette tragédie qui finit, mais ne commence pas, jusqu'au moment où reviendra mon spectre. C'est Sophocle qui parle. Alors les choses changeront et ces vers acquerront leur propre saveur grâce à, pour une fois, leur évidente objectivité. Je passe au 8e épisode de la tragédie d'Affabulazione, et maintenant c'est le père qui s'adresse à son fils et qui dit ceci, voix du père. Prenons donc le cas où le père est le fils, et du verbe haïr, hachaïté. Ce père-là, son impuissance, il l'a inscrite comme sur un panneau d'infamie. Un panneau qui ne se voit pas sous la robe de l'avocat, ou le veston croisé de l'industriel, ou la salopette de l'ouvrier. C'est normal. Des milliers de fils sont tués par les pères, tandis que de loin en loin, un père est tué par son fils, ça c'est connu. Mais comment se produit le meurtre des fils par les pères? Par le truchement des prisons, des tranchées, des camps de concentration, des villes bombardées. Il y a des époques où les pères dégénèrent et quand ils tuent leurs fils, c'est eux qui accomplissent les régicides. Voilà Pasolini. Il s'agit donc bien d'un renversement politique de l'ordre symbolique que la pensée freudienne voulait préserver, inconsciemment peut-être. Pour Pasolini, c'est le père qui est régicide, car c'est lui qui tue le roi Oedipe. Je vous rappelle que la pièce de Sophocle s'appelle seulement Oedipe, que chez les Grecs, elle devint plus tard Oedipe Tyrannos, et que chez Pasolini, c'est Oedipe roi. Théorème, qui fut tourné 1 an plus tard, s'achève par la course d'ailleurs d'un père nu, impuissant et tragique, industriel, qui crie
comme saint Jean voit dans le désert. Oedipe roi s'achève avec la figure d'un fils aveugle marchant sous les arcades médiévales de Bologne, grande puissance industrielle de l'Italie du Nord. Dans Théorème, la révolution s'accomplit par la grâce d'un étranger sans nom qui ne fait que passer, en ayant seulement pris le temps d'ouvrir le corps du désir et d'ouvrir les yeux d'une grande famille bourgeoise pour y semer le venin de la révolution. Le fils triomphe du père. Dans Oedipe roi, on assiste comme à la première partie d'un diptyque. Le père tue le fils. Oedipe est l'étranger venu sauver Thèbes en s'emparant du pouvoir comme un tyran et non comme un roi, Tyrannos. Mais le malheur vient du fait de cette erreur, de cette ignorance, puisqu'il n'est justement pas cet étranger tyran, mais l'héritier légitime. Il est le roi et non le Tyrannos. Il est Basileus. Les héritiers sont sacrifiés ou doivent faire le sacrifice de leur filiation pour arriver en étranger qui accomplit la révolution contre les pères. Que les pères soient meurtriers était bien le souci, je rappelle, le sous-sol mythique de la tragédie de Sophocle. On l'oublie trop souvent. En effet, Laios est le descendant meurtrier et maudit de la famille des Labdacides. Laios, bien plus jeune, qui fut avant son fils, l'hôte à Corinthe de Pélops, tomba amoureux de Chrysippe, fils de son hôte, roi de Corinthe. Repoussé par Chrysippe, Laios le viola et entraîna le suicide de Chrysippe. Pélops, le père donc de celui qui est mort, appela la malédiction sur Laios. C'est ce même Laios qui décide de tuer son fils pour qu'il ne prenne pas le pouvoir. Le schéma narratif chez Pasolini retrouve la jalousie haineuse du père face à un fils qui lui vole l'amour de la mère. Père qui ne veut pas lui transmettre le pouvoir. Sophocle n'est pas si loin que ça. En effet, si la tradition a pris soin d'ajouter au titre de la pièce Oedipe de Sophocle le terme de Tyrannos, c'est qu'il était clair pour un grec que ce qui se jouait sur la scène relevait d'un conflit entre monarchie et tyrannie, Basileus et Tyrannos. Pasolini intitule son film Oedipe roi et non tyran. La différence est capitale. Le roi, c'était Basileus. Le roi détient légitimement le pouvoir et de façon héréditaire. Il règne sur un peuple qui reconnaît en lui la légitimité charismatique et dynastique. Tyrannos en grec désigne l'usurpateur, l'étranger qui s'empare du pouvoir dans la violence et l'exerce avec la même violence que celle qui lui a permis de s'en emparer pour le garder. L'arrivée d'Oedipe à Thèbes est tout à fait celle d'un Tyrannos qui s'est débarrassé du monarque légitime pour occuper la place en s'emparant de toutes les prérogatives du pouvoir. Il prend l'épouse, subjugue le peuple et jouit de tous les titres de l'usurpateur. Seulement voilà, le paradoxe tragique vient justement du fait qu'il est en fait l'héritier légitime de cette monarchie thébaine et qu'à ce titre, il mérite le nom de roi. Tout se passe dans l'imaginaire de Pasolini comme si le tragique venait de la nécessité désormais pour les fils
de s'emparer du pouvoir avec une violence nécessairement à la fois tyrannique et régalienne, paradoxalement tyrannique et régalienne. Mais la royauté des fils ne doit plus relever de l'exercice du pouvoir, mais de l'exercice de la poésie et de l'amour dans la jeunesse du désir. Les pères, ne cessant de chercher à détrôner les fils désormais doivent triompher au prix le plus lourd, l'exil, la déréliction. La cécité d'Œdipe rejoint la lucidité prophétique du devin Tirésias, mais c'est la poésie et la musique qui guideront ses pas d'aveugle. Ainsi, sans faire basculer la lecture et la représentation d'Œdipe roi dans un déni radical du registre pulsionnel, peut-être faut-il y repérer la forme d'une réflexion sur les tensions qui créent l'enchaînement des haines, des jalousies et des crimes entre les générations. Cela revient à constituer le récit qui devrait donner à nous, spectateurs, les ressources politiques pour une redistribution juste et pacifique des pouvoirs, en présence d'une assemblée qui n'est dans le théâtre, comme au cinéma, qu'un collectif hétérogène et fort désajusté. Les spectateurs que nous sommes ne font pas encore société, mais nos individualités solitaires, radicalement séparées, sont installées provisoirement dans un voisinage où se joue devant eux, devant nous, la crise et la création du lien social. Nous ne nous sommes nous-mêmes ici placés ni dans un lieu apaisé, ni dans un champ de guerre. Nous sommes ici placés dans un hors-lieu, dans une zone indéterminée où les gestes d'art qui se présentent et que nous partageons vont faire exister et font exister une temporalité libre et comme suspendue. Cette atopie de la salle est la condition d'un partage temporel d'ordre fictionnel d'où devrait surgir la possibilité d'une expérience démocratique toujours conflictuelle et fragile. La démocratie, pour Pasolini, est ici d'essence toujours poétique avant d'être à proprement parler politique. L'art est pour lui, et je le partage, la condition de possibilité de la démocratie. Les gestes d'art, les gestes créatifs, pas nécessairement l'anthologie des chefs-d'œuvre. Cette possibilité de la démocratie qui ne sera jamais une forme de pouvoir, mais simplement l'exercice de notre liberté. Entre Sophocle et Pasolini, 25 siècles, ont nécessairement déplacé toutes les lignes qui définissent et inscrivent les opérations fictionnelles, les opérations de vérité et même la définition de la démocratie elle-même. C'est pourquoi la formule « refaire par soi-même des formes brisées » de Nietzsche est bien la formule la plus juste de la création dans la responsabilité politique et le partage des formes. Tout se passe comme si Sophocle était présent ce soir dans le hors-champ du film. Spectre de Sophocle. Ce fantôme hante l'imaginaire moderne pour réanimer sans fin le feu de la révolte des fils et le sacrifice douloureux qu'exige le face-à-face avec la vérité. Le regard de Pasolini est tourné vers l'Orient, vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient. Il nous demande très précisément, à nous aujourd'hui,
2017, à notre regard, non seulement d'accueillir l'énergie sacrée qui nous vient de ces terres, que nous avons soumises, exploitées, mais il s'adresse aussi aux habitants de ces terres pour leur rappeler les trésors d'énergie révolutionnaire qui les habitent au cœur de la misère même et qui sont en mesure de nous apporter jusqu'ici. Pasolini veut débattre avec les peuples sur les termes mêmes de leur émancipation, comme on peut le voir et l'entendre dans le film intitulé « Orestie africaine ». La question de la colonisation est d'emblée doublement installée aujourd'hui, dans les lieux de son histoire et dans ceux de son actualité capitaliste au cœur de nos rues et de nos territoires. Le film de Pasolini s'achève sur la marche d'Oedipe dans une des villes les plus belles et les plus riches d'Italie, Bologne. Antigone n'est plus une jeune fille, c'est un garçon pauvre, un poète, joueur de flûte, jeune et beau, que le destin a fait naître à Naples. Ninetto Davoli, amour de Pasolini dans la vie. Il incarne cette figure salvatrice, ce qui nous sauve, qui va nous guider, qui guide ses pas d'aveugle, qui guide nos pas d'aveugle. Entre la cécité du devin Tirésias et celle d'Oedipe, Pasolini ne choisit pas. Il en assume la double blessure, au nom de la vérité, même si les pères font payer à leurs fils le prix exorbitant de leur accès à la vérité. 1 an plus tard, dans Théorème, la vengeance des fils s'exerce sur les pères. Et Ninetto Davoli est alors, vous vous en souvenez, le facteur, le messager angélique, joyeux, bondissant, qui annonce l'arrivée et le départ du corps désirant révolutionnaire. Les mères ne se pendent plus au lacet fatal de la honte et du désespoir, comme Jocaste. Selon leur appartenance de classe, elles se prostituent ou deviennent saintes et salvatrices. La tragédie du pouvoir est une fiction qui fait danser devant nous le spectre de la révolution. Spectre de Sophocle, spectre de la révolution. Dès lors, quoi de plus prometteur pour nous tous, de plus réjouissant qu'un pareil fantôme? Je vous remercie. Il y a des questions? Ah oui. Pensez-vous qu'il pourrait être intéressant de mettre en relation l'interprétation que vous venez de nous donner du mythe d'Oedipe par Pasolini, et votre interprétation même, bien sûr, avec les mythes fondateurs de la Grèce, le mythe de Cronos dévorant ses enfants? En fait, est-ce que c'est toujours tout cela qui se rejouerait en Grèce? Et c'est l'idée fondamentale de la Grèce, elle est partout présente, finalement. Merci. Quand j'ai dit d'une façon un petit peu rapide, lapidaire, qu'on peut se saisir des mythes, la façon, par exemple, prenons un autre exemple, puisque vous parlez de Cronos, la façon dont quelqu'un comme Castoriadis, qui n'est pas cinéaste, qui est un penseur, se saisit d'une part de Thucydide et d'autre part d'Hésiode et de la théogonie d'Hésiode pour évoquer le chaos, le chaosmos et la radicalité, le chaos d'un chaos nucléaire qui, pour lui, serait l'imaginaire radical qui habitera toujours les chemins de l'histoire pour inspirer l'énergie événementielle et qui déplace les lignes, qui déplace les institutions et fait avancer le monde dans la non-répétition et la non-perpétuation des mêmes pouvoirs et des mêmes places. Bon, oui,
que la Grèce fournisse, mais pas seulement la Grèce, je veux dire, la façon dont quelqu'un comme Charles Malamud s'empare de toute l'histoire indienne pour faire vibrer les théogonies, les grands récits et les mythes de l'Inde et d'autres à travers la Chine. C'est-à-dire que l'humanité est riche de sa mémoire. Et tous ceux qui en connaissent les récits, la mémoire, les langues, les traditions, les traces, ont un véritable trésor, un minerai tout à fait qui est à notre disposition pour en faire vibrer l'inactualité et l'éternité. Donc oui, bien sûr, ce ne sont pas forcément que les tragédies. C'est vrai que le monde tragique grec a fourni, surtout à l'époque classique, avec donc Sophocle, Échille, Sophocle, Euripide. On a là un corpus d'une richesse inouïe et qui ne cesse d'être retraversé, repensé par ceux qui veulent même par les metteurs en scène, qui veulent leur donner leur frappe la plus vive dans notre vécu, dans le présent. Mais c'est pour ça que j'ai pas longtemps insisté sur cette question de l'anachronisme et de l'actualisation dans une actualité vive et présente. La radicalité du présent n'est pas le contemporain. C'est ça que je voulais dire, voyez-vous. L'art contemporain est souvent extrêmement traditionnel, enfin endormi, somnolent, ce qu'on appelle l'art contemporain. Mais il y a dans ce qui se fait aujourd'hui, parmi nous, des choses qui ont véritablement une présence, une violence, une énergie transformatrice qui n'est pas forcément reconnue dans les lieux institués où on parle d'art. C'est pour ça que souvent on me fait le reproche de donner à l'art une part trop belle, comme si j'appelais art tout ce qui relève d'une anthologie ou d'une culture nommée telle par les institutions, pire encore par le marché. Pas du tout. Ce que j'appelle art, je préfère d'ailleurs parler des gestes d'art, c'est des gestes créatifs. Pour moi, ils habitent aussi les gestes d'hospitalité, les gestes de voisinage, les gestes de la cuisine, ceux de la poésie, ceux du chant, ceux de la parole. Donc ce qui m'inspire et me donne de l'énergie pour en parler, puisque c'est ce qui, dans ces gestes, réanime et crée du mouvement chez tous ceux qui, sans se donner, se nommer eux-mêmes artistes, c'est au public d'en juger, c'est pas à eux de le décider, offrent à ceux à qui ils s'adressent un accroissement de leur puissance active et de l'exercice de leur liberté. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit quand je parle de gestes d'art. C'est que pour moi, le présent ne peut s'entendre que dans son homonymie avec le présent comme don, comme cadeau. Faire un présent dans le présent. C'est-à-dire, et la représentation est un don. C'est-à-dire, elle est le retour dans le présent de quelque chose que l'on présente pour le donner. Voilà. Donc, on pourrait... Donc voilà, pour répondre à votre question, je l'ai fait peut-être un peu trop longuement, mais c'est pour vous dire que tout ce qui, dans la mémoire des hommes et sur les territoires qui sont habités, compose des récits, des histoires, des images, des traces, des chants, des rites, des masques. Et c'est ça que Pasolini veut animer. Et quand il parcourt
le Maghreb ou le Moyen-Orient, c'est toujours avec l'idée que là, il y a des ressources inépuisables et en même temps, il le renvoie à ceux qui le lui donnent, c'est-à-dire il y trouve, il en fait quelque chose et il l'offre à nouveau à tous ces personnes, comme dans l'Évangile selon saint Matthieu, vous voyez, où c'est la population locale qui compose le peuple, voilà. Donc c'est cette circulation et ce don d'hospitalité qui est à l'essence même de l'usage que nous pouvons faire de tout ce que nous offre la mémoire millénaire, plurimillénaire de ce qui se passe, oui, dans les mythologies, et pas seulement en Grèce, hein, je veux dire que c'est dans les sagas, voilà. Est-ce que j'ai répondu? À t'entendre, chère Marie-Josée, témoigner avec cette vigueur de ton espérance, c'est Gérard Guillerot qui te parle. Il y a un bruit dans le micro. Toi, tu l'as un peu trop près ou j'ai pas entendu l'articulation après. Est-ce à dire que l'espérance dont tu témoignes par la vigueur de ta présence et de ton verbe serait davantage du côté de la poésie que de la psychanalyse? Est-ce qu'on peut venir te titiller sur ce point au terme de la façon dont tu l'as traversé dans ton exposé? J'espère que tu le penses bien, oui. Non, le problème, non, la psychanalyse est une pensée et une clinique. En tant que mouvement de la pensée, elle est parfaitement en mesure d'avoir sa poétique. Et il est plus d'un psychanalyste, et non des moindres, je veux dire, même quelqu'un comme Lacan a été lui-même très habité, soulevé par une tradition surréaliste, par son rapport, sa très grande culture. Donc, son rapport aux œuvres, son rapport à la poésie, son rapport à la parole, et même, je pense, l'envie, l'ambition qu'il avait de créer une langue lorsqu'il parlait, n'est pas exempte de cette ambition poétique et de ce désir de créer une sorte de pont entre ce que pouvait être la création d'un idiome et un génie clinique. A-t-il réussi à faire les deux? Les avis sont assez divers. De l'autre côté, il a été ce génie-là. La psychanalyse, d'un point de vue clinique, ne peut pas cliniquement rivaliser, enfin dire non seulement il y a la poésie, mais il y a aussi la clinique. Non, parce que la clinique n'est pas là, la poésie n'est pas là, ni pour nous purger, ni pour nous guérir d'une maladie. Elle est là comme, au contraire, le signifiant de la plus pure santé. Et le plus grand malade, regardez Antonin Artaud, je veux dire, il y a une dimension clinique, et ça n'est pas la poésie d'un malade. C'est la vie d'un malade et la vie d'un poète. Et si le cycle de ces conférences, et de ce cycle sur le théâtre du pouvoir se met sous l'emblème d'Antonin Artaud, ça n'est pas parce qu'il était psychotique, c'est parce qu'il était poète. Et donc, qu'on l'on soit clair, je ne veux pas introduire une hiérarchie, mais des registres opératoires différents qui ont en commun une chose, c'est d'avoir une signification politique. Ça, oui. Donc, c'est pas la politique, la poésie face à la psychanalyse, c'est la poésie et la psychanalyse face à leur articulation à une énergie politique, et qui peuvent à ce moment-là s'épauler l'une l'autre pour dire, bon, alors ça peut être
sur le mode de l'anti-Oedipe, enfin de ce qui s'est fait dans les années des années 68-70 et post, où là, l'attaque de la psychanalyse freudienne au nom de la politique, et pour favoriser une philosophie poétique, enfin donc là, on pourrait invoquer le troisième terme que tu n'as pas nommé, qui est la philosophie. Donc, c'est vrai qu'on a dit que j'étais philosophe, je ne suis que philosophe, voilà, et que je me trouve en demeure, et j'accepte avec bonheur, de parler d'une œuvre poétique dont je dis qu'elle ne relève pas d'une interrogation clinique, elle n'est pas non plus un pur exercice philosophique, mais elle m'offre l'occasion, avec mon registre, avec mon propre lexique et mes ressources qui sont celles que je peux avoir, ma petite personne, d'essayer d'articuler et de partager avec vous, avec mes propres ressources, quelque chose qui me déborde largement, de très loin, qui a une puissance d'indétermination et d'offre, comme vous allez le voir, ou l'avez déjà vu, puisque vous allez voir le film de Pasolini. Ce film déborde très très largement tout ce que j'ai pu en dire. Voilà, c'est clair. Mais c'est bien pour que vous l'acceptiez dans ce débord que j'ai dit ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'ai indiqué la poétique de l'excès et l'offre de liberté qui va venir vers vous dans un moment, mais ouvrir des pistes et ne pas y rechercher nécessairement quel rapport il y a entre Sophocle et Pasolini, etc. Donc j'ai joué avec mes propres outils pour ouvrir au maximum l'accueil que vous ferez à cet objet, en me disant que plus j'ai essayé de l'ouvrir, plus ça va déborder tout ce que j'ai pu en dire. Alors, tu vois, donc sur cette question de poésie et psychanalyse, je pense qu'il faut... Voilà. J'ai le sentiment très fort aujourd'hui que ce qui nous rend le plus inquiets tous ensemble aujourd'hui dans le monde que nous partageons, c'est l'effondrement de la vie politique. Et que quand on propose quelque chose sur la tragédie du pouvoir, je dois nécessairement scander avec force le trait sur lequel... de l'affect que nous partageons, qui est une immense inquiétude, dans la mesure où l'effondrement de la vie politique va avec un effondrement de la liberté poétique, sous la forme du marché d'une part et de la censure d'autre part. Hein. On bride la liberté et on mercantilise tous les objets. Et que de ce fait, on atteint au plus vif nos espoirs politiques. Voilà. Et la psychanalyse a son rôle à jouer dans ce domaine-là, et je crois que ceux qui sont, par exemple, dans le champ de la psychanalyse institutionnelle, et ceux qui, même comme toi, réfléchissent très largement à leur pratique, ne peuvent en aucun cas faire l'économie de la souffrance psychique que provoque dans toute une société l'effondrement des partages, des savoirs, des œuvres, des biens, de la joie et de la liberté. Donc,